Le ransomware, c'est la tendance de ces derniers mois, ça l'est même peut-être depuis plusieurs années, ça risque de l'être encore plus en 2021. Pour en parler plus largement, nous sommes allés à la rencontre de Kaspersky France, ici aux Assises de la sécurité à Monaco. Interview croisée, c'est parti. Yvan Katowski, bonjour. Bonjour. Tanguy de Côte-Pont, bonjour. Bonjour. C'est le sujet en ce moment qui est dans tous les esprits parce qu'il y a beaucoup d'attaques ciblées qui ont fait beaucoup de bruit et beaucoup de dégâts. Pour moi, c'est lié à une transformation en fait, de cette menace qui, pendant un certain temps, touchait avant tout des particuliers pour des sommes relativement modiques et qui aujourd'hui s'en prend à des entreprises avec des rançons qui sont de l'ordre de grandeur du million de dollars. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux et maintenant il y a un impact économique qui est fort et donc qui oblige les entreprises à s'adapter. De notre point de vue, non. En fait, les attaques ont même diminué en nombre, mais sont beaucoup plus ciblées. Ouais. Donc finalement, le Covid, la pandémie, a servi en fait à attraper à être plus pertinent dans les attaques en fait, mais globalement la volumétrie a diminué. Effectivement, l'observation qu'on a, c'est qu'en termes de volume, l'impact du Covid n'a pas influé. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on est confiné ou parce qu'il y a des entreprises qui se mettent en chômage partiel que tout à coup les attaquants se multiplient. Ça marche pas comme ça. La seule chose qu'il y a eu, c'est que, comme dans chaque crise sanitaire, économique, politique, le prétexte du Covid se retrouve utilisé par les attaquants pour fabriquer des pièges qui vont avoir plus de chances de toucher leurs victimes. Parce que, évidemment, il y a une inquiétude générale, il y a une appétence pour l'information qui touche au Covid, et donc quand les gens reçoivent des emails piégés ou alors des liens qui les incitent à cliquer sur quelque chose pour prendre connaissance d'une information auquel ils n'auraient pas accès alors qu'ils sont inquiets sur le sujet, on va avoir des taux de clics qui sont beaucoup plus importants. Et donc on ne dira pas qu'il y a eu une influence du Covid sur le nombre d'attaques, plutôt qu'il y a eu une utilisation de ce prétexte pour soutenir un volume d'attaques préexistant et constant. Alors le secret, je crois que c'est fini parce qu'en fait aujourd'hui les attaquants ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. Non seulement en fait ils bloquent le système d'information des sociétés, mais ils font du chantage. C'est-à-dire qu'ils communiquent, ils publient même sur certains sites les informations qu'ils ont réussi à voler. Et donc là c'est public. Donc ils peuvent pas se cacher, c'est pas possible. Le chantage qui est appliqué aujourd'hui sur ces entreprises vise à mettre une pression maximale sur la victime, de manière à faire en sorte qu'elle paye. Et une de ces techniques que les attaquants utilisent, c'est de voler des données internes et ensuite de les mettre en pâture finalement du public sur des sites dédiés avec cette épée de Damoclès qui, si jamais la rançon n'est pas payée, ces informations seront déchiffrées et puis livrées à tous. Et donc aujourd'hui, pour une entreprise, quand elle se retrouve prise dans ce genre de situation, elle ne peut plus nier qu'il y a un incident parce que ces données sont déjà affichées en ligne quelque part. Alors elles ne sont pas encore révélées, elles ne sont pas déchiffrées, mais elles sont visibles. Et donc on sait qu'il y a un incident de sécurité. Ça oblige les sociétés au moins à communiquer sur un incident parce qu'elles sont sollicitées. Elles ne peuvent plus dissimuler l'attaque. Il n'y a pas trop d'informations en fait précises, mais effectivement on suppose que certaines victimes qui du jour au lendemain arrivent à redémarrer leur système d'information ont payé. Ouais. Alors, par contre on préconise de ne pas payer, ça c'est clair. Au moment où on paie, est-ce qu'on est encore plus exposé derrière ? C'est un risque en fait, puisqu'il faut bien comprendre que certaines informations ont été volées. Donc les informations elles sont copiées, elles sont quelque part chez l'attaquant. Donc c'est pas parce que la victime a payé qu'il n'y aura pas un deuxième chantage derrière par exemple. C'est tout à fait possible. Des informations ne vont pas être revendues. Il y a deux choses que je peux dire là-dessus. La première, c'est en termes de chiffres. On n'en a pas forcément, nous, directement. Par contre, il y a une université qui s'appelle Temple, je ne sais pas si elle est aux États-Unis, qui a listé tous les cas de ransomware entre 2013 et 2020 qui ont été publiés dans la presse. Et à chaque fois, ils ont noté quel était le montant de la rançon, quel était le secteur d'activité de l'entreprise, sa taille, la durée de l'incident, éventuellement s'ils ont payé ou pas. Et donc, sur 700 et quelques cas recensés, ils ont pu noter 200 entreprises qui ont payé et officiellement reconnu que la rançon était payée. Donc, certainement que les chiffres réels sont au-delà. Il y en a probablement beaucoup plus. Voilà. Deuxième chose qu'on peut dire sur les impacts de payer la rançon, c'est que quand on est dans un système comme ça où les listes des victimes sont publiées et potentiellement elles disparaissent du jour au lendemain du site de l'attaquant si jamais la rançon est effectivement versée, pour les autres groupes, c'est très facile de surveiller ces sites-là et puis de voir qui sont les bons clients et les mauvais clients. Une première idée qu'il faut apporter à ce moment-là, c'est que l'écosystème cybercrime, il est composé d'acteurs disjoints qui vont chacun avoir un rôle. Et donc on se focalise beaucoup sur l'aspect ransomware, parce que c'est le bout de la chaîne qui est le plus visible. C'est ce qu'on voit. Mais en amont, en
fait, il se passe beaucoup d'autres choses. Et notamment, la personne qui déploie le ransomware sur le réseau, c'est pas la même personne qui l'a développé, et c'est même pas la même personne qui a fait cette primo-infection qui a permis d'avoir ce point d'accès dans le réseau de la victime. Donc, en termes de découpage, au début, il y a des gens qui sont spécialisés dans la primo-infection. En général, c'est associé à des botnets comme Emotet, Trickbot, des noms qu'on connaît un petit peu, qui, eux, piratent le nombre de machines le plus important possible simultanément, et ensuite revendent ces accès en lot ou en groupe de machines infectées, par exemple 10 000 IP en France, 10 000 IP en Allemagne, etc., à des attaquants qui ensuite fouillent dans ces IP comme une pochette surprise pour trouver dedans quelle serait peut-être la société qui aurait des capacités financières importantes. Quelque chose qu'on a vu en 2020 aussi, c'est des hackers indépendants qui se spécialisent dans la création d'accès. Ils trouvent une entreprise où ils trouvent une vulnérabilité et ils attaquent toutes les entreprises qui présentent cette vulnérabilité. Et à l'issue, ils vendent ces accès sur des forums de cybercrime en disant voilà, pour 2 000 €, 3 000 €, 10 000 €, je peux vous donner un point d'entrée sur une société dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la défense, etc., qui est dans telle région du monde et qui a un chiffre d'affaires de temps. Voilà. Donc on a cet aspect-là qui est le point d'entrée vraiment dans le réseau. Une fois que ça s'est fait, il y a une autre équipe qui achète ces accès, dont le rôle est de se propager. Donc eux, ils prennent le contrôle de ce réseau à partir de ce point d'entrée. Donc ils se connectent avec les accès qui leur sont donnés par leurs prestataires. Ils se répandent sur le réseau, ils font ce qu'on appelle un mouvement latéral pour prendre au fur et à mesure les privilèges des machines de proche en proche. À l'issue, ils ont le contrôle total du réseau de la victime, et à ce moment-là, ils sont prêts à installer un ransomware. Le ransomware, ils le développent pas eux-mêmes, ils vont l'acheter à un sous-traitant. Il y en a plusieurs, encore une fois, sur des places de marché du dark web. Ils vont acheter une licence de Ryuk, une licence de Sodinokibi, etc., etc. Soit avec un nombre justement de licences par nombre d'infections, soit contre un pourcentage de la rançon totale, autour de 40% par exemple. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, il y a encore une autre équipe qui prend le relais, qui est celle qui va faire le support technique, qui s'occupe de la relation avec le client, à savoir la négociation sur la rançon avec la victime, prouver qu'ils sont bien capables de déchiffrer les fichiers, faire en sorte qu'une fois que la rançon est payée, l'utilitaire est bien délivré et qu'il fonctionne, etc. Et enfin, tout au bout de la chaîne, éventuellement, il peut aussi y avoir du blanchiment d'argent pour convertir les bitcoins en voiture de sport ou en autre espèce souvent terrible de change qui peut être finalement utilisée pour verser des salaires à tous ces éléments de la chaîne. Tout à l'heure, on disait qu'il faut que les victimes elles payent pas, effectivement, mais avant d'en arriver là, en fait, il faut vraiment faire de la prévention. Il y a un énorme travail en amont à faire pour les sociétés, à la fois de prévention, de formation, de sensibilisation, mais aussi mettre en place les bonnes solutions technologiques. Effectivement, sécuriser des postes de travail, mettre en place de l'EDR, donc des solutions qui vont être capables en fait d'automatiser en fait un certain nombre d'opérations s'il y a une infection ou en tout cas une tentative d'intrusion. Donc c'est vraiment tout cet ensemble complet qu'il faut mettre en place et aussi mettre en place des plans de reprise d'activité. Moi je répondrais en fait en une série d'étapes qui vont être suivies qui à mes yeux constituent un ensemble de filets de sécurité dont aucun n'est évidemment une protection totale contre ce type de menace, mais dont la conjonction permettra de limiter grandement son impact. La première étape, c'est avoir des backups. Voilà. Ça c'est la base, c'est se dire si jamais il y avait un incident, est-ce qu'on serait capable de reconstruire le réseau. Ces backups, il faut qu'elles soient testées régulièrement, voir si elles sont effectivement correctes, réutilisables. Quel est le prix de reconstituer le réseau à partir de ces sauvegardes, et aussi évidemment faire en sorte que ces backups soient sauvegardés à un endroit où ils ne sont pas à la portée des attaquants. Parce que si jamais les attaquants ont le contrôle total du réseau, ils ont contraint des backups aussi, et donc ils vont les supprimer. Donc il y a des solutions techniques qui existent, ça peut être envoyé sur un cloud en écriture simple, sans lecture, ça peut être aussi sur des bandes magnétiques, on peut débrancher, simplement sortir du réseau, et là on sait qu'elles ne seront jamais modifiées. Deuxième chose, on est évidemment, on recommande d'avoir une politique de mise à jour qui soit efficace, parce que beaucoup d'infections commencent par une gateway VPN qui n'a pas été mise à jour, des patchs Windows qui n'ont pas forcément été appliqués, des services qui étaient obsolètes et qu'on avait oubliés, qui se traînaient dans le parc informatique et qui n'étaient plus maintenus. C'est des choses qui sont vraiment pas très difficiles à régler, mais il faut y mettre un petit peu de moyens. Troisième chose, sensibilisation des utilisateurs, parce qu'ils sont susceptibles eux-mêmes d'ouvrir la porte à tout un ensemble de problèmes de sécurité. On ne veut pas les blâmer évidemment parce qu'il y a des gens dont le travail est littéralement d'ouvrir des pièces jointes toute la journée. Donc des factures, des CV, des choses comme ça, et on ne peut pas attendre de ces gens-là qu'ils aient raison 100% du temps, qu'ils arrivent à ne pas commettre d'erreurs de sécurité. Malgré tout, s'ils sont sensibilisés, il y a des chances qu'ils soient capables de reconnaître une attaque et de lever une alerte. Voilà. Pour terminer, ensuite les produits de sécurité bien configurés, faire en sorte que sur les postes il y ait de détection antivirale pour arrêter un ransomware si jamais il est connu, qu'il faut détecter à l'avance. Et enfin, dernière étape à mes yeux, c'est d'avoir une défense qui est proactive, à savoir
partir du principe qu'on s'est fait pirater et ensuite essayer de vérifier cette hypothèse. Avoir des gens dont c'est le rôle sur le réseau de chasser la menace, d'essayer de découvrir où est-ce qu'elle pourrait se cacher, trouver les traces d'une éventuelle compromission et éventuellement réussir à découvrir des attaques qui sont en cours avant qu'elles aient eu le temps de causer des dommages.